Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 26 février 2026, c'est notre bulletin numéro 279 et nous sommes toujours à Moscou et bien sûr toujours sous sanction par cette tyrannie qui s'appelle l'Union Européenne et ses apprentis dictateurs qui sont Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot. Mais le combat continue, mes avocats sont déjà à l'offensive, je vous tiendrai au courant dès que je le pourrai. Si vous voulez nous aider, eh bien le mieux c'est d'aller vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux en cas bien sûr de censure. Donc c'est le canal Telegram, c'est X et c'est tous nos supports pour nos vidéos, c'est-à-dire Odyssey, c'est-à-dire Rumble, voilà. Et puis abonnez-vous surtout à la newsletter, à la lettre d'information, pardonnez-moi pour cet anglicisme, ça c'est incontournable. La censure ne pourra pas bien sûr l'arrêter, quoi qu'il arrive, vous êtes plus de 25 000 à être abonnés, profitez-en, c'est absolument gratuit. Voilà, je compte sur vous, ceux qui veulent m'aider, vous êtes nombreux à me demander comment faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à recréer quelque chose qui soit indépendant de moi, qui sera basé aux États-Unis pour que vous puissiez de nouveau faire des dons, mais en revanche, vous pouvez aider ma famille. Ma femme a ouvert une cagnotte, voilà, tout est en description de cette vidéo. N'hésitez pas, merci pour votre générosité. Abonnez-vous également à Géopolitique Profonde, c'est encore le mois du numéro sur l'Arctique, un numéro extrêmement important puisque eh bien, ce sont des enjeux de premier ordre avec la route maritime du Nord qui est une route alternative avec des ressources qu'on estime extrêmement importantes dans cette zone et puis j'y ai écrit un article sur l'OTAN, puissance faible, puisque ce qu'a révélé, et on en est maintenant au bout de 4 ans du conflit, on va en reparler, ce qu'a révélé le conflit en Ukraine, c'est la faiblesse de l'OTAN, c'est la faiblesse des économies occidentales face à un seul pays, la Russie. Voilà, ne manquez pas ce numéro-là. Et puis ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, c'est une interview sur un canal qui s'appelle Antithèse, que je ne connaissais pas, donc qui m'a été envoyé par un de mes amis, de Annie Lacroix-Ritz sur l'Ukraine. Donc c'est très intéressant. Alors je suis assez partagé sur Annie Lacroix-Ritz, c'est une communiste militante. J'avais bien aimé tout ce qu'elle avait expliqué, raconté sur le rôle de la Pologne. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui m'avait fait découvrir que finalement la Pologne était l'allié d'Hitler jusqu'en 1939. Que c'est la Pologne la première qui a signé un accord avec Adolf Hitler en 1934, sans doute parce que, à mon avis, le général Piłsudski, il faut bien se rendre compte, était asservi dans l'armée autrichienne pendant la Première Guerre mondiale, contre la France. Le général Piłsudski était le président de l'époque et le fondateur, le refondateur de l'indépendance de la Pologne, et c'était un socialiste. Et donc je pense qu'un national-socialiste, en fait, donc je pense qu'il y avait pas mal de proximité entre Adolf Hitler et Piłsudski du point de vue des idées. Voilà, donc je suis capable d'apprécier certains travaux de Annie Lacroix-Ritz. En revanche, alors son bouquin, Le choix de la défaite, c'est d'une nullité absolue. Du point de vue historique, il y a aucun document sérieux, ça ne repose sur rien, ça se repose sur des on-dit, même sur la presse de Vichy, on cite la presse de Vichy, pour justifier ces espèces de théories comme quoi finalement en gros les capitalistes français ont organisé la défaite contre Hitler. Donc c'est du grand n'importe quoi, il y a des erreurs factuelles sur les dates, etc. Donc encore une fois, je pense qu'elle essaie par ça de faire oublier le pacte germano-soviétique. Et pourtant, c'est difficile à le faire oublier. Sachant que, encore une fois, le pacte germano-soviétique, du point de vue de Staline, est compréhensible. Puisque, en fait, à Munich, alors qu'il voulait aller se faire la peau du national-socialisme et d'Hitler, il essuie un refus de Daladier et de Chamberlain. Et puis, en plus, il voit que la Pologne se prend en morceaux de la Tchécoslovaquie, et il se dit, en fait, ils sont en train de préparer un coup contre moi. Donc, tout d'un coup, Hitler va le voir et lui dit, si on se mettait d'accord, je comprends très bien que Staline ait fait ce choix du point de vue purement politico-stratégique. Mais que les communistes français se soient alignés, surtout les cadres du Parti communiste français, parce qu'en fait, à ce moment-là, en 1939, il y a beaucoup de communistes qui quittent le parti tellement ils sont écœurés de voir ce que fait le Parti communiste français, précisément. Mais ceux des cadres du Parti communiste français qui ont suivi les ordres de Moscou, ça, c'est pas normal en tant que Français. On est Français avant d'être communiste et d'obéir à Moscou. Ça me paraît quelque chose de fondamental. Et surtout, en fait, les archives ont prouvé que les cadres du Parti communiste français, après l'armistice, sont allés voir la commandanture pour lui demander de republier l'Humanité, qui avait été interdit suite au pacte germano-soviétique. D'ailleurs, tout ça, je l'ai raconté dans La gauche française et la collaboration, dans le livre noir de la gauche française. Ne le manquez sous aucun prétexte. Donc voilà. Donc, en tout cas, là, ce qu'elle a
publié dit sur la question ukrainienne, et une vidéo vraiment intéressante, c'est un bon résumé, j'ai particulièrement apprécié. Voilà, il faut savoir aller chercher ses sources, même chez les communistes, car ils ne disent pas que des bêtises. Économie maintenant, et pour commencer, bien venez investir en Russie, ce sera en plus l'occasion d'ouvrir un compte en banque et de nous rencontrer, et puis après il y a toute une série de services qui vous est proposé, tout ça est en description de cette vidéo. Il faut se projeter vers l'avenir, hein. Tôt ou tard la paix sera signée, la Russie triomphera, et vous allez voir, comme le dit le Premier ministre Fico, les Européens vont se casser les jambes à courir vers la Russie, qui sera en fait la première puissance économique, en fait elle l'est déjà d'ailleurs, puissance économique, démographique et militaire et énergétique aussi, important, en Europe. Voilà, donc prenez de l'avance et venez ouvrir un compte en Russie. Économie toujours, on commence à avoir un peu de vision sur ce qui va être mis en place en Russie pour l'utilisation des crypto-monnaies dans le commerce, et donc une loi définitive. Alors c'est pas demain, mais c'est au 1er juillet 2027 devrait être prise, hein. Il y a eu beaucoup de comment dirais-je, de départs, de faux départs qui ont finalement n'ont pas abouti à grand chose, hein. C'est comme avec l'utilisation du yuan. Moi par exemple, je m'étais ouvert un compte en yuan à la Sberbank, et puis au moment de recevoir les coordonnées bancaires, c'était pas le système de messagerie interbancaire chinois CPIS qui était utilisé, mais le SWIFT. Donc en gros, qui est interdit. Donc en fait, c'était pas très utile. Alors ça, c'était il y a 3 ans. Peut-être que ça a évolué depuis. Et puis c'est pareil sur les cryptos. Il y a des lois qui ont été prises les autorisant, mais pareil, je m'étais renseigné vis-à-vis de mon banquier. En fait, si vous faites un virement sur le compte de votre société, puis là vous expliquez, en fait, ça vient des cryptos. Bon, et puis voilà. Donc en fait, c'est pas totalement intégré au système financier. Donc il faut avancer là-dessus. Ce sera vital pour la Russie, pour à terme éviter toutes les sanctions, pour éviter d'être espionné, hein, puisque depuis le Patriot Act qui a suivi le 11 septembre 2001, eh bien la CIA reçoit les copies de tous les transferts SWIFT, même ceux que vous envoyez à votre mère ou à votre grand-mère. Donc il est temps de retrouver sa souveraineté. C'est pour ça qu'à l'époque je travaillais sur le projet Ozapay d'ailleurs, hein, qui était une application avec sa propre crypto qui permettait d'être totalement souverain et d'échapper au contrôle, au flicage permanent que l'Occident est en train de mettre en place à peu près partout. D'ailleurs aussi, tiens, ça m'avait plu, intéressant côté suisse, Piero San Giorgio a fait une vidéo, puisque il est question également de la souveraineté monétaire et du maintien ou pas de l'argent en cash en Suisse. Donc il y a un référendum. D'ailleurs, alors je sais que j'ai beaucoup de Suisses qui me suivent, je les salue tous, hein. J'ai hâte de vous revoir à Moscou, notamment ceux que je vois à la sortie de la messe régulièrement. Je vous recommande de voter pour que le cash puisse être encore utilisé en Suisse. Encore une fois, la crypto-monnaie, les monnaies numériques de banque centrale, tout ça, c'est pas un problème si on maintient la diversité des moyens de paiement, et notamment le cash qui est la liberté, qui ne laisse pas de traces. Et puis bien sûr il y a le cash numérique qui est le Bitcoin. Je vous renvoie aux travaux de Laurent Nicolas, qui est le promoteur de cette blockchain. Voilà, tout ça va dans le bon sens. De toute manière, il faut aller de l'avant dans ce domaine-là. On n'a pas le choix de toute manière. Donc il faut mieux l'utiliser en notre faveur que de refuser la réalité et finalement de se retrouver coincé avec des gens qui en revanche eux sauront utiliser la technologie pour nous surveiller et nous espionner. Il y a eu un post très intéressant de Yuri Podolaka, hein, je le cite assez souvent. Pour moi, c'est un des meilleurs analystes militaires de la ligne de front, parce qu'il est pessimiste et qu'il voit toujours ce qui va mal plutôt que ce qui va bien, ce qui fait que quand il dit que quelque chose avance, c'est que vraiment que ça avance bien. Donc ça, je vous en avais parlé pour la question militaire, mais il fait également des posts assez intéressants sur les questions politiques et économiques. Et là, je voudrais revenir sur une analyse qu'il a faite sur la réalité économique de l'Ukraine. Donc il a fourni certains chiffres qui expliquent l'effondrement tout partiel de la production ukrainienne dans certains domaines qui étaient ses domaines phares entre 2021 et 2025. Et donc on va faire un peu l'inventaire de cet effondrement. Tout d'abord, le minerai de fer. L'Ukraine produisait 84,4 millions de tonnes et elle est passée à 44,7 millions de tonnes. Donc ça s'explique par la perte des gisements ou la proximité des gisements par rapport à la ligne de front. Donc rassurez-vous, tout cela ne sera pas perdu pour tout le monde, puisque c'est la Russie qui va en profiter, hein. Encore une fois, on va d'ailleurs constater au fur et à mesure de cette analyse que l'Est
de l'Ukraine était la partie la plus riche, contrairement à la propagande, on peut dire, raciste qui était faite à partir du premier Maïdan en 2004, où on expliquait aux Kieviens que ces régions-là étaient des régions de dotation. Non, en fait, ces régions étaient des régions de donation. C'est elles qui finançaient l'Ukraine centrale, et puis surtout les régions les plus pauvres et les plus retardées, où d'ailleurs se développe le bandérisme, se développait le bandérisme, c'est-à-dire la Galicie et la Volhynie, l'ouest de l'Ukraine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'acier. L'Ukraine est passée de 21,4 millions de tonnes à 7,41 millions de tonnes. Et ça s'explique à la fois par la perte de Mariupol, qui était un centre, je crois que c'était 20% du PIB, entre ce qui était produit, ce qui transitait de PIB ukrainien. Et la perte aussi du charbon à coke, vous vous en souvenez, la mine d'Udachnoe, qui appartenait à Akhmetov, on en avait parlé d'ailleurs, on avait mis une petite punaise verte, ce qui veut dire qu'il y a des ressources naturelles. Je rappelle, les punaises vertes sur ma carte, ce sont des ressources naturelles, gardez-le en tête, on va encore en avoir besoin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'essentiel de cette production d'acier va vers la Chine. Donc encore une fois, accuser la Chine de prendre parti est particulièrement malhonnête, puisque c'est un débouché commercial pour l'Ukraine, et de toute manière les drones qui sont fabriqués alors de moins en moins en Ukraine, mais par exemple en Angleterre ils viennent d'ouvrir une usine de drones soi-disant ukrainienne, eh bien c'est des assemblements de sous-ensembles chinois, comme le complexe militaro-industriel américain, on l'a souvent dit, le sous-traitant du Pentagone, Govini, qui avait révélé que notamment tout ce qui est aéronautique, ça dépend de la Chine, non seulement d'ailleurs les sous-ensembles électroniques, mais même des choses comme les détonateurs, des tas de sous-ensembles extrêmement critiques, et Washington n'est pas prêt d'arriver à s'en séparer. Après l'acier, c'est le charbon. Donc là, on est passé de 29,4 millions de tonnes à 15,36 millions de tonnes. Donc ça aussi, c'est dû à l'avancée de l'armée russe, comme quoi elle n'est pas si insignifiante que ça. Et il faut bien se rappeler que la première grosse perte en matière de production de charbon pour le régime de Kiev, ça avait été en 2014-2015, parce que les populations russes du Donbass avaient pris pour partie leur indépendance, donc avec les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, alors qui n'étaient pas très grandes à cette époque-là, mais c'était là qu'est trouvé l'essentiel de la production de charbon. Donc l'Ukraine avait perdu d'ailleurs une bonne partie de sa compétitivité, puisque ça lui permettait d'avoir une énergie pas chère. Il y a quelques mines encore de charbon dans l'ouest de l'Ukraine, mais évidemment par rapport aux réserves du Donbass, Donbass, bassin houillé du Don, c'est absolument pas comparable en volume. Le gaz naturel, alors c'est la partie qui a le moins diminué, puisqu'on est passé de 19,8 milliards de mètres cubes à 17,7 milliards de mètres cubes. Donc visiblement c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, c'est ce que dit Yuri Podolaka. Et il se trouve que, comme par hasard, les derniers bombardements qui ont été faits dans la profondeur du territoire ottano-kievien ont été faits sur les zones d'extraction du gaz. Donc là aussi on avait mis des petites punaises vertes que vous voyez. Il y en a dans la région de Poltava, et le plus gros gisement est à Chebelinsk. Cette punaise-là, on l'avait mis, souvenez-vous, c'était déjà en 2022, puisque j'estimais que c'était devait être un objectif stratégique pour les Russes, s'emparer du plus gros gisement gazier kievien, donc de Chebelinsk, et était un objectif, et je pense que ça l'est toujours, surtout que les Russes avancent bien dans la région de Kharkov, et c'est d'autant plus important parce que là, ce que demande Zelensky pour compenser la destruction des systèmes énergétiques kieviens, ukrainiens, c'est de mettre en place des mini-centrales thermiques qui fonctionneront au gaz. Donc si les Russes arrivent à détruire ces zones d'exploitation ou à s'en emparer, dans ce cas, l'hiver 2026-2027, si tant est que le conflit dure jusque-là, je pense que, pour moi, que les combats s'arrêteront, pas forcément un traité, mais les combats s'arrêteront, je le redis, en 2026. Et donc là, évidemment, l'hiver, donc le prochain hiver, sera encore pire que le précédent. Il faut le faire. Voilà, on est pour le gaz naturel. Et donc, on en arrive à l'électricité. Donc, l'électricité est tombée de 158 milliards de kilowattheures à 100 milliards de kilowattheures. Alors, vous allez me dire, c'est pas si important que ça. Si, en fait, quand on part du principe que ces attaques contre le système électrique ont réellement commencé en automne 2025. Et il y a aussi le fait que les Russes n'attaquent pas les centrales nucléaires, contrairement aux Ukrainiens qui ont attaqué la centrale nucléaire d'Energodar et même envoyé des drones contre la centrale de Koursk lorsqu'ils ont pu le faire, au moment de la fameuse offensive d'août 2024. Sans doute d'ailleurs la centrale nucléaire de Koursk était l'objectif stratégique ottano-kievien, je devrais dire de la CIA et du MI6 pour être plus précis. Donc voilà, donc c'est pour cette raison-là que il y a quand même une baisse significative, 158 à 100 milliards de kilowattheures, mais ce n'est
que le début, sauf si évidemment le régime de Kiev se soumet aux exigences russes. Le maïs, qui est la première céréale d'exportation de l'agriculture ukrainienne, là aussi a significativement baissé, puisqu'on est passé de 42 millions de tonnes à 27 millions de tonnes. Et ça, c'est dû à la perte de territoire. J'estime qu'en gros, les Otanokieviens ont perdu 30 000 km² de terres cultivables, et ces fameuses terres notamment au Tchernosium extrêmement fertiles. La production de blé a également largement diminué pour les mêmes raisons, puisqu'on est passé de 33 millions de tonnes à 23,1 millions de tonnes. Et enfin, l'huile de tournesol, qui était également un des principaux produits d'export ukrainien, est passé de 7,2 millions de tonnes à 4 millions de tonnes. Voilà, la situation économique, évidemment, pour l'Ukraine ne va pas aller en s'arrangeant, ce qui veut dire qu'en fait, quand on nous annonçait, par exemple, 90 milliards pour 3 ans, non, en fait, plus le conflit va avancer, plus les revenus de l'État kievien vont diminuer, et plus il faudra mettre de l'argent, demander à Nicolas, Helmut et Giuseppe de mettre la main à la poche. Donc il est temps que les populations de ces 3 pays-là se réveillent et chassent les bellicistes qui dirigent le pays. Puisqu'on parle de ce crédit qui, je rappelle, devrait coûter 17 milliards d'euros aux Français, donc ce crédit de 90 milliards d'euros qui a été voté par le Parlement il y a 10 jours, eh bien, pour l'instant, il est bloqué. Pourquoi ? Parce que, en fait, on l'avait expliqué, il y a un oléoduc qui part de la Russie, qui traverse l'Ukraine et qui amène du pétrole en Slovaquie et en Hongrie. Et le régime de Kiev ment en disant qu'il a été attaqué par les Russes et que donc il est abîmé, que le pétrole ne peut plus passer. La Slovaquie et la Hongrie savent pertinemment que c'est faux, donc ils ont dit très bien, puisque c'est comme ça. La Slovaquie, elle, a dit on arrête de livrer le diesel, donc puisque le pétrole est envoyé dans les raffineries, une raffinerie en Slovaquie, une raffinerie en Hongrie, et il est transformé en carburant, notamment du diesel, et ce diesel est envoyé pour partie en Ukraine. Donc la Slovaquie a arrêté de livrer du diesel et de l'électricité, puisque pour compenser la perte de production d'électricité, eh bien les Ukrainiens importent de l'électricité de la Slovaquie. Les Hongrois, eux, de leur côté, ils ont arrêté la livraison de diesel et en plus, ils ont bloqué, puisque ça doit être décidé à l'unanimité, ils ont bloqué le prêt de 90 milliards de dollars. Pour l'instant, Kiev ne veut rien savoir, alors que même Van der Leyen, a priori, a demandé à Kiev de faire un effort, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Je pense qu'encore une fois, ce n'est pas Van der Leyen que Zelensky écoute, mais Londres. Et Londres n'en a rien à faire de l'effondrement que peut provoquer la baisse des livraisons d'électricité, le problème de carburant. Ce qu'ils espèrent, c'est que ça crée des difficultés à l'intérieur pour Orban, qui a des élections en avril de cette année. Et d'ailleurs, même par rapport à ça, il y a eu ce qui prouve aussi, encore une fois, que c'est Londres qui est derrière, puisque un des nœuds de distribution du pétrole, donc notamment sur cet oléoduc Druzhba, l'Amitié, eh bien, a été bombardé, sans doute par des missiles Flamingo, c'est-à-dire en fait c'est des missiles qui sont fabriqués par les Anglais, qui sont repeints aux couleurs de l'Ukraine et donc qui peuvent frapper assez loin, puisque c'est le Tatarstan qui a été touché. Alors les images ont été assez spectaculaires, je vous montrerai où pendant la carte des opérations militaires. Mais encore une fois, tout ce qui est pétrole et raffinerie, ça peut paraître impressionnant quand ça explose parce que ça brûle, mais immédiatement les systèmes de secours se mettent en place et d'ailleurs les Russes en ont très peu parlé. Donc autant Kiev a dit ça y est, c'est bon, c'est réglé. En fait, visiblement les Russes ont pris ça comme une attaque. Il faut voir aussi que lorsque vous frappez aussi loin, à plus de 1000 km, la charge explosive est beaucoup plus faible, notamment quand c'est un missile qui est bricolé pour être pas trop cher. C'est le but aussi du Flamingo anglais. Voilà. Donc en fait, c'est un objectif qui est fixé par Londres une fois de plus, et Zelensky écoute Londres et même pas l'Union européenne. Donc entre finalement Orban et Zelensky, on est dans une partie de poker et on va voir le premier qui va craquer. Et intéressant, et d'ailleurs je vous recommande les travaux de Thibaut Givelin, qu'on avait interviewé d'ailleurs dans notre émission L'échiquier mondial sur la Hongrie. J'espère d'ailleurs qu'on pourra le revoir dans la perspective. Et après, les élections en Hongrie, c'est quelque chose d'extrêmement important qui se joue pour la liberté des peuples européens. Aujourd'hui, Orban, Fico et maintenant la Tchéquie avec Babiš, finalement font le boulot.
Et encore une fois, c'est quand même assez intéressant que ce soit d'anciennes parties de l'empire des Habsbourg, hein, comme quoi ça laisse de bons restes. Et c'est aussi ceux qui se sont soulevés contre les bolcheviks, hein, 1956 Budapest, 1968 Prague. Voilà, ils se soulèvent aujourd'hui finalement contre l'URSS comme ils se sont soulevés contre les communistes il y a 60 ans. Politico-stratégique maintenant, je vais juste aborder rapidement le passage de Trump donc devant le Congrès, donc qui faisait ce fameux discours sur l'état de l'Union américaine. Et donc on a eu le droit, bien évidemment, à du grand Trump, j'ai tout réussi, j'ai fait la paix, les démocrates sont des fous, etc., etc. Bon, moi j'attends de voir ce que ça va donner cette année. Est-ce qu'il va être capable de faire plier le tordre le bras de Zelensky? A priori, c'est sorti. Alors après, ça sort dans la presse américaine, qu'elle soit néoconservatrice ou paléoconservatrice. C'est toujours, on sait jamais trop ce qu'il en est. Mais là, il serait question que Trump ait insisté pour que la paix en Ukraine soit signée le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Moi, je pense que ce qui poussera Kiev à signer, ce sera le soldat russe. Voilà, c'est l'avancée du soldat russe, évidemment, un petit peu de pression mise du côté de Trump, mais encore une fois, si Trump voulait arrêter la guerre, il coupe Starlink, il coupe le renseignement militaire, c'est terminé dans une semaine. Voilà. Donc, pour l'instant, il ne le fait pas. Mais le soldat russe, lui, continue d'avancer. On verra ça sur la carte des opérations militaires. Terrorisme maintenant. Et la grande nouvelle terroriste de cette semaine, c'est du terrorisme nucléaire, puisque le SVR, donc la DGSE, la CIA, c'est leur équivalent, hein, en Russie s'appelle le SVR, le service de renseignement extérieur, eh bien, a déclaré que Paris et Londres travaillaient sur le fait de livrer des armes nucléaires à l'Ukraine. Alors, soit une bombe, soit une bombe sale, en fait. Donc, alors qu'est-ce que je pense? J'en ai déjà parlé, j'ai donné pas mal d'interviews dans la presse russe, et puis j'ai fait ce qu'on appelle un extrait sur Telegram, pour ceux qui me suivent, sur TikTok également, abonnez-vous. Donc, ce que j'en pense, c'est que je pense que le SVR fait un rappel de doctrine. Hein, je rappelle que depuis décembre 2024, la doctrine de dissuasion russe a changé. Elle a changé parce qu'elle s'est élargie à la Biélorussie, et donc qui désormais profite contre, évidemment c'est pas dit, mais c'est dirigé contre la Pologne, hein, qui a toujours des velléités expansionnistes, le revanchisme polonais, donc c'est pour protéger la Biélorussie contre les tentatives polonaises, en disant si vous attaquez la Biélorussie, vous pouvez vous faire vitrifier. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est que comme les Russes se doutent que, par exemple, alors quand c'est arrivé en 2024, c'était encore les démocrates. Donc, il pouvait y avoir les démocrates, les démocrates américains, les Anglais et les Français qui pouvaient transmettre des armes nucléaires à Kiev en disant c'est pas nous. Et donc, comme ça, éviter de se prendre la riposte nucléaire, le nucléaire russe qui ne manquerait pas d'arriver. Donc, pour bien prévenir que ça, c'était pas possible, les Russes ont officiellement dit que un État non nucléaire qui frapperait la Russie avec une arme nucléaire, eh bien, non seulement subirait la riposte, mais également ceux qui lui ont fourni l'arme nucléaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est plus les États-Unis, c'est-à-dire soit la France, soit l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, là aussi, ça me paraît quand même difficile, à moins d'une bombe sale, hein, parce que, en fait, comme j'ai dit, l'Angleterre n'est pas souveraine sur les armes nucléaires. Si, par exemple, les Anglais donnaient une bombe nucléaire à l'Ukraine, ça veut dire que les Américains auraient été au courant. Et aurait validé. Donc ça, j'y crois pas trop. Une bombe sale, oui, c'est possible. Mais une bombe sale, finalement, s'il va lancer une bombe radioactive sur Belgorod, par exemple, à la frontière russe, ça discréditerait complètement le Kiev. Donc, cela dit, avec les fous bandéristes, hein, qui poussent toujours autour de Zelensky, tout devient possible. Et de la part des Anglais, au niveau terrorisme aussi, tout devient possible. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà ce dont il pourrait être question. Côté français, il faut quand même savoir que l'arme nucléaire française est quand même un peu un État dans l'État. Et donc, par exemple, alors on va voir ce que va donner le discours d'Emmanuel Macron, je crois que c'est lundi prochain, puisqu'il veut proposer nos 300 ogives de protéger la totalité de l'Europe. En fait, il essaie de se placer comme le président de l'Europe, et surtout, il veut détruire toute la souveraineté française dans tous les domaines. Il reste plus grand-chose, il a bien travaillé depuis Alstom, mais il reste encore, bien sûr, le nucléaire, et surtout, notre force, c'est que nous avons la capacité de frappe en seconde, puisque nous avons des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et donc nous sommes totalement souverains, donc en principe on pourrait donner une bombe nucléaire à l'Ukraine. Alors moi j'y crois pas trop,
Pareil sur la bombe sale, encore une fois, ça me paraît pas. Mais je pense que le sens de ce qu'a fait le SVR, et c'est pas la première fois, c'est de faire un rappel de doctrine. C'est en gros, si vous faites ça, ne croyez pas qu'on ne fera que riposter contre Kiev. Voilà. Et c'est vrai que vous m'auriez demandé, par exemple, même à l'époque de François Hollande, est-ce qu'il pourrait y avoir un transfert de souveraineté ou de bombes à l'Europe ou à l'Ukraine? Je vous aurais dit non. Non, je n'y crois pas. Avec Emmanuel Macron, avec la bande de gens instables qui l'entourent, comme Jean-Noël Barrot, là on peut s'interroger. Donc effectivement, il y a un moment de montée en tension. Le Parlement russe a réagi et a demandé au Parlement, notamment anglais et français, de s'emparer de la question. Donc voilà, je pense que c'est surtout un rappel de doctrine, et je pense possible, même s'il est possible que ça a été discuté, je crois, surtout d'ailleurs entre Londres et Kiev plutôt qu'entre Kiev et Paris. Je pense que pour l'instant, les choses sont relativement sous contrôle. Terrorisme toujours. Vladimir Poutine tenait sa conférence, je crois, qui est annuelle, devant les cadres du FSB. Donc le FSB, ça correspond chez nous à la DGSI. Et donc c'est le contre-espionnage et l'antiterrorisme. Et donc il parlait des menaces, il a repris d'ailleurs ce risque nucléaire, et il a expliqué qu'en fait il y avait des tentatives, et qu'il y aurait encore des tentatives de détruire soit Turkish Stream, donc soit Blue Stream. Donc c'est les deux gazoducs qui traversent la mer Noire pour aller en Turquie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura même des tentatives contre un gazoduc qui ne va servir que la Turquie, qui ne va pas vers l'Union européenne, puisque je rappelle que Turkish Stream, il y a une extension qui fait que le gaz russe arrive maintenant jusqu'en Hongrie, à terme il pourra aller même, pourquoi pas, jusqu'en Autriche, et c'est devenu un des principaux moyens pour les pays, notamment les pays des Balkans, de recevoir du gaz russe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et qui ne plaît pas évidemment à Londres, puisque c'est encore une fois c'est Londres qui décide, et donc qui aimerait bien le faire exploser. Il y a déjà eu des tentatives, ça a déjà été dit. Alors c'est assez compliqué parce que là où il faudrait le faire exploser, c'est loin des côtes turques ou russes. Il faut aller très profond, bien plus profond que pour Nord Stream. Et encore une fois, les moyens qui ont été déployés pour faire sauter Nord Stream, c'est pas les plongeurs ukrainiens qui avaient fait un pari un soir de cuite d'aller faire sauter. Non, c'est des moyens militaires qui ont été mis en place. Encore une fois, je vous renvoie au rapport de Seymour Hersh. Donc là, il faudrait déployer des moyens militaires, des moyens sérieux, et tout évidemment est observé à la fois par la Turquie et à la fois par la Russie. Et c'est une piscine, la mer Noire. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on raconte, l'Ukraine n'a pas les moyens d'envoyer des navires de guerre. Ils peuvent essayer d'envoyer des drones. Toutes leurs dernières actions ont échoué, sauf d'ailleurs contre les intérêts américano-kazakhs. On va en reparler juste après. Donc tout ça a échoué. Donc ça va être extrêmement compliqué. Mais après, il faut pas non plus sous-estimer l'obstination anglaise, donc de détruire ces infrastructures. C'est à ça que sert l'Ukraine, en fait. L'Ukraine est morte. L'Ukraine ne se relèvera pas ni démographiquement, ni économiquement, ni politiquement de ce qu'elle a subi pendant 4 ans en tant qu'État, je dirais d'ailleurs plutôt l'entité bolchevique ukrainienne. Mais donc il faut utiliser au maximum ce qu'il en reste pour essayer de détruire, d'affaiblir au maximum la Russie. C'est vraiment le sens de ce que fait Londres, de ce que fait le MI6, et qui est sans doute soutenu par une partie de l'État profond américain, notamment la CIA, tout parti. Voilà, donc un peu où on en est. Et pour finir sur le terrorisme, alors j'en avais parlé dans le bulletin, je crois que c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, donc il y avait une attaque kievienne avec ces fameux drones marins, mais comme Kiev n'arrive pas à approcher les ports militaires ou civils russes de la mer Noire, eh bien ils ont décidé d'attaquer ce qui leur semblait être à portée de main. Le problème, c'est que c'était des bateaux qui étaient affrétés par Chevron et par la compagnie kazakh, donc puisque le pétrole kazakh, qui est coexploité par le Kazakhstan et les compagnies américaines, eh bien, traversent la Russie par oléoduc et finalement est chargé dans des tankers. Et donc, ces tankers ont été attaqués par le régime de Kiev. Évidemment, ça n'a pas plu aux Américains. Et d'ailleurs, l'ambassadeur ukrainien à Washington a effectivement confirmé qu'il s'était pris une remarque du département d'État américain. Ce qui veut dire que la prochaine fois que les Anglais essaieront de frapper les bateaux russes, eh bien, ils sont sans doute un peu plus consciencieux. Empire du mensonge maintenant, et cette semaine, nous avons un nouveau gamelin qu'on n'a jamais eu. Ça fait très longtemps, on était habitué aux Trinquant, Desportes, Goya, Dourakovlev évidemment. Et là, on en a un tout neuf qui s'appelle le général Vincent Breton.
et qui a publié dans le média de l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, il a publié un texte, une interview dans laquelle il explique que, en gros, les Russes n'ont rien compris, comme d'habitude. Donc en fait, le problème, c'est que c'est lui qui a rien compris. Et c'est un gamelin intéressant parce que il est aviateur, donc comme le nouveau chef d'état-major des armées, donc c'est pas les plus compétents pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Encore une fois, je respecte énormément. Pour devenir pilote d'avion de chasse, il faut un niveau scientifique extraordinaire. J'aurais pas pu l'être, bien entendu. Même si d'ailleurs j'ai 28 heures de vol sur Yak 18T. Alors c'est pas un avion de chasse. Alors j'ai pas passé mon brevet, mais j'ai volé tout seul, sans accompagnement, sur Yak 18T. Tiens, pour me vanter un petit peu. Donc bref, je suis pas pilote de chasse. Je respecte énormément les pilotes de chasse. Le problème, c'est ce sont les plus otanisés des officiers de l'armée française, et puis qu'ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe sur le terrain, parce que pour eux, les choses vont pas à la même vitesse. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est la vitesse de l'infanterie, ou à la limite sur des motos, sur des quads. Donc c'est quelque chose que pour comprendre, il faut avoir un jour été dans l'infanterie, je pense, ou dans la cavalerie blindée, des choses comme ça. Mais même aujourd'hui, c'est vraiment l'infanterie qui compte. Il y a les dronistes et l'infanterie. C'est quelque chose d'essentiel. Donc, si vous voulez, quand vous avez une coupure humide et que vous êtes dans l'infanterie, ça vous pose un problème de la traversée. Quand vous êtes à bord d'un pilote de chasse, ou un chasseur bombardier, c'est juste un point de repère pour vous situer, pour trouver l'endroit idéal pour pouvoir lâcher vos bombes. Donc c'est pas du tout la même approche. Et c'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi, ce gamelin Vincent Breton. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il est directeur de l'école de guerre. Et ça, je l'ai dit, encore une fois, on est dans les années 30. Alors pas sur la montée du national-socialisme, mais on est dans les années 30 pour le niveau de réflexion militaire de l'armée française. Puisque le colonel Goya, qui n'a rien compris au conflit actuel, le général Dourakovlev, qui n'a rien compris au conflit actuel, étaient des professeurs légendaires à l'école de guerre. Et il y a encore, d'ailleurs j'ai de jeunes capitaines qui me tiennent au courant, puisque je suis suivi par pas mal d'officiers français, et c'est une bonne chose, qu'en fait, ils font venir des conférenciers qui racontent n'importe quoi sur le conflit ukrainien, qui n'y comprennent rien. Voilà. Bon, alors, ce que me disaient donc mes correspondants là-bas, c'est que 85% des stagiaires de l'école de guerre ont lu mon bouquin sur l'Ukraine et sont convaincus. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est que ça continue. Parce que Goya et Dourakovlev, maintenant, ils sont partis à la retraite. Le général Desportes a quitté, mais maintenant, on a un général d'aviation qui comprend rien à la guerre, qui dirige l'école de guerre. Ce qui veut dire que lorsque les nationaux conservateurs arriveront au pouvoir en France, voilà, ou la gauche populaire, allez, soyons magnanimes, il faudra reprendre tous les officiers qui seront passés par l'école de guerre pour leur faire une mise à jour, pour les reformer et pour les faire oublier toutes les âneries qu'ils auront appris par les cadres actuels. Donc c'est extrêmement inquiétant pour la formation des officiers français supérieurs et généraux de demain. Cette semaine, nous avons un moment grand architecte. Le grand architecte m'interpelle. Il est la balance qui pèse mes actes et les juge. Écoutez la dernière d'Alain Bauer, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont aucune culture historique, et particulièrement à monsieur le maire de Lyon, parce que je suis lyonnais, que dans la résistance, une très grande partie des résistants contre l'occupation nazie étaient des militants de droite, voire d'extrême droite, et que chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Voilà, donc il faudrait arrêter avec cette réduction ad Hitlerum. Et oui, j'ai fait un moment grand architecte, mais cette fois c'est pour dire du bien d'Alain Bauer, parce que visiblement le grand architecte lui a offert mon bouquin sur la gauche française, et il a très bien décrit qui a résisté en France pendant la guerre et qui a collaboré. Donc là aussi je vous renvoie sur mon bouquin, le livre noir de la gauche française, le chapitre La gauche française et la collaboration, Mitterrand, Bousquet, Papon, Déa, Doriot et les autres. Ils ont tous collaboré, ces braves gens. Et ce qui est intéressant, c'est que même maintenant, un ancien grand maître du Grand Orient, le Grand Orient, c'est l'ennemi de la France. C'est ceux qui détruisent la France depuis 1789, quasiment. Donc c'est vraiment c'est la haine de la religion catholique, c'est la haine de la religion en général d'ailleurs. Et leur instrument, c'est la gauche, c'est eux. C'est eux l'avortement, c'est eux le mariage homosexuel, c'est eux toutes les âneries que la gauche fait subir à notre pays, encore une fois depuis 2 siècles.
Donc c'est intéressant que ces idées fassent leur chemin. On a vu également Michel Onfray, brillant sur la question de Louis XVI et du petit Louis XVII. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai même entendu un député du RN, donc souvent c'est pas des flèches, expliquer d'où venait Bousquet, par exemple. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui montre que petit à petit, on fait avancer les choses dans le bon sens. Voilà. Après, il faut faire redécouvrir la réalité de la Révolution française. L'affaire, malheureusement, de ce pauvre Quentin nous le permet. Hein. Encore une fois, Raphaël Arnaud est un bourgeois. Les assassins présumés de Quentin sont des gosses de riches, des gosses de bourgeois, de fils de juges, etc. Donc c'est exactement ce qu'étaient les sans-culottes. Donc on avance bien. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait positif. Puisqu'on est dans la redécouverte de l'histoire de France et de ce qu'est la gauche et de ce qu'est l'occupation, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé avec Madame Martine Vassal. Alors, je la connaissais pas. J'ai découvert qu'elle avait soutenu François Fillon, comme moi, en 2017. Mais je la connaissais pas particulièrement. Donc, elle est candidate dans le cadre des élections du mois de mars. Et donc, elle a fait un débat. Et à un moment, elle a dit que ses valeurs étaient travail, famille, patrie. Donc évidemment, elle aurait peut-être dû utiliser un tiercé dans un autre ordre, mais elle s'est faite attaquer par les gauchistes qui l'entouraient en disant c'est la devise de Vichy, etc. Ce qui est vrai. La question qu'il faut se poser, c'est d'ailleurs où Vichy a pris cette devise. Cette devise, elle vient du colonel Delaroque, du Parti social français. Et d'ailleurs, qui n'était pas du tout content quand le parti collaborationniste de Vichy a repris son slogan. C'était le sien, et je rappelle que le colonel Delaroque est un héros de la résistance, qu'il a été capturé par la Gestapo parce qu'il avait créé un service de renseignement, qu'il a été déporté, qu'il est rentré en France au moment de la libération, qu'il avait que la peau sur les os, et que le ministre socialiste de l'Intérieur du gouvernement provisoire de la République l'a envoyé en prison. Et donc finalement, il est mort aux arrêts chez lui. Il a été réhabilité par le général de Gaulle au début des années 60, 62, je crois. Et donc c'est un héros, il est considéré comme un héros. Et c'est sa devise. C'est pas la devise de Vichy. C'est travail, famille, patrie. Et d'ailleurs, chacun de ces concepts sont irréprochables. Donc oui, on peut dire travail, famille, patrie. Alors moi, je rajouterais Dieu quand même. Hein. Dieu, travail, famille, patrie, ça fonctionne bien. Et c'est pas parce que les vichistes, qui, je viens de le dire, étaient la plupart des gauchistes, ont pris ce slogan qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces concepts. Mais d'ailleurs, je dirais même dans l'autre sens, liberté, égalité, fraternité. En principe, liberté, c'est le cœur même de notre civilisation. Puisque civilisation chrétienne, faut aimer Dieu, donc on ne peut aimer qu'en étant libre. Hein. Donc la liberté, ça va, c'est très bien. Liberté d'aimer Dieu, liberté de choisir, liberté politique, enfin c'est fondamental. Même l'égalité. Alors la gauche utilise l'égalité pour faire régner la dictature. Hein. On a vu ça pendant la Révolution. Mais en soi, le principe d'égalité, on est tous égaux devant Dieu, on devrait tous être égaux devant la loi. J'aimerais bien, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, puisque on vit dans la France est une dictature et que l'Union européenne est une tyrannie et qu'ils m'ont mis des sanctions. Mais donc le principe d'égalité en soi est pas mal. Et puis la fraternité. Alors si c'est pas celle du Grand Orient, c'est très bien. Voilà, aimer son prochain comme soi-même, comme son frère. C'est quelque chose. Les Russes et les Français sont des peuples frères. Les Français et les Serbes sont des peuples frères. J'adore cette notion. Donc voilà. Donc il faut garder la tête froide et puis travailler. Encore une fois, il y a un colloque, il est dans ma bibliothèque là, très intéressant sur le Parti social français, et vous verrez qui aurait dû d'ailleurs arriver au pouvoir au printemps 1940 s'il n'y avait pas eu l'invasion et l'armistice. Hein. Encore une fois, Hitler, en envahissant la France au printemps 40, a sauvé la gauche française, parce que sinon c'était un raz-de-marée du Parti social français et le destin de la France aurait été tout autre. Et pour finir, le moment bunker. Et le moment bunker, je suis désolé, c'est encore mon ami Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot nous a expliqué une nouvelle fois que les caisses russes étaient vides. Alors je ne sais pas qui lui fait ces notes de synthèse, je ne sais même pas s'il les lit ou s'il les comprend, parce qu'honnêtement je m'interroge sur lui. Notamment il y a Xavier Poussard qui a fait dans sa lettre d'information, qui a fait une analyse assez intéressante de sa biographie. Je parle de Jean-Noël Barrot, hein, c'est que ça sent quand même pas mal le piston. Notamment c'est le fils de Jacques Barrot, et donc on se demande, quand on l'écoute parler en ce moment, si il n'est pas rentré sans piston à HEC, au MIT,
L'ENA aussi, je crois qu'il l'a fait. Donc je sais que le niveau, notamment de l'ENA, à sa génération, a largement baissé. Mais en tout cas, ce qui est inexplicable, c'est que c'est pas compliqué d'aller sur le site du ministère des Finances russe, de voir où en est le Fonds du bien-être national, qui est le fonds souverain russe, dont j'ai souvent parlé. Et en plus, on s'aperçoit, puisque là les chiffres viennent de tomber, qu'au mois de janvier, contrairement aux autres années, eh bien le fonds n'a quasiment pas baissé en valeur en roubles. Alors ça, je pense que c'est dû notamment à l'augmentation du prix de l'or. Donc les Russes ont vendu de l'or, mais comme ce qui leur reste d'or est encore assez important et que finalement l'or continue de monter, ben ça maintient en roubles le Fonds du bien-être national. Et puis le yuan aussi est en train de décoller. Ça, je vous renvoie aux travaux de Laurent Michelon, puisque là, comme il l'expliquait, eh bien, Xi Jinping a décidé de laisser se consolider la monnaie pour créer un véritable marché à l'intérieur de la Chine. On insiste à un glissement vers une autre économie qui est tout à fait intéressant. Donc voilà, pour ces raisons-là, donc le Fonds du bien-être national, contrairement aux autres années depuis l'opération militaire spéciale, eh bien, n'a pas plongé en janvier pour se reconstituer petit à petit. Il est resté stable. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les réserves de change. On a dépassé les 800 milliards d'équivalent dollars. Là aussi, sans doute au yuan, et grâce à l'or. C'est-à-dire que les réserves de change n'ont jamais été aussi élevées depuis la fin de l'URSS, depuis décembre 1991. C'est tout simplement exceptionnel. Et même si vous retirez l'argent qui a été bloqué, alors pas encore volé par l'Union européenne, eh bien ça fait partie des réserves de change les plus importantes au monde. Donc, et Jean-Noël Barrot nous explique que les coffres sont vides. Je veux dire, il y a quand même de quoi s'inquiéter, encore une fois, sur le niveau de la classe dirigeante. C'est tout simplement épouvantable. Considération militaire générale maintenant. Alors, je voudrais parler quand même d'une information qui est sortie du dossier Epstein qui m'a paru importante. C'est pas vraiment une considération militaire, mais ça explique aussi un des buts de guerre de l'Occident dégénéré en Ukraine. C'est que on a appris qu'un des intermédiaires d'Epstein lui avait proposé 400 filles ukrainiennes. Et ça, pour moi, c'est symbolique de ce à quoi sert l'Ukraine depuis Maïdan. Comme c'est un pays extrêmement pauvre, évidemment, tous les couples, notamment homosexuels, vont s'achètent une esclave en Ukraine, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, pour se faire fabriquer un enfant qui sera arraché du sein de sa mère pour être donné soit à deux hommes, ce qui à mon avis est le pire d'ailleurs, parce qu'en fait, je le vois dans l'expérience de père de famille, dans les premières années, les premiers mois, c'est tellement la maman qui est importante, et quand je vois enfin c'est bon, bref, tout ça pour dire que c'est ce à quoi sert l'Ukraine pour l'Occident dégénéré. C'est un réservoir de chair fraîche. Et on devrait s'inquiéter quand on les voit courir, notamment vouloir accuser Vladimir Poutine devant la CPI d'avoir soi-disant enlevé des enfants, alors qu'en plus la liste a été donnée, je le rappelle, l'année dernière, donc à la Russie, des enfants qui étaient recherchés par l'Ukraine. Il y en avait 339. La plupart maintenant étaient adultes, et finalement une bonne partie aussi avait trouvé refuge côté occidental. Donc il y a très peu d'enfants, et les Russes d'ailleurs, grâce à la médiation notamment des Émiratis, eh bien essayent de retrouver les familles, etc. Donc tout ça est un mensonge. Il n'y a pas 20 000 enfants qui ont été pris, et quand bien même il y en aurait 20 000, il ne faut surtout pas qu'ils quittent la Russie, parce que pour ces gens-là, c'est du bétail. Et s'il y a bien une des raisons pour lesquelles la Russie doit remporter la victoire sur cette terre ravagée par le vice, eh bien c'est pour libérer effectivement ces malheureux enfants, et puis faire en sorte que la femme ukrainienne cesse d'être une esclave pour n'importe quel bourgeois, LGBT ou pas, français, allemand ou anglais ou je ne sais pas qui, ou américain. Considération générale toujours, alors plutôt considération politique, et on s'interroge sur la succession de Zelensky. On voit de plus en plus apparaître, sans doute poussé par le MI6, l'ambassadeur du régime de Kiev à Londres, donc qui est depuis 2 ans, qui est le général Zaloujny, donc l'homme de l'échec de l'offensive de l'été 2023, et donc on l'entend beaucoup dans la presse. À la société de presse, il avait confié que en fait c'était la faute de Zelensky si jamais il avait échoué en été 2023, parce que les troupes avaient été envoyées à Bakhmout et que ça lui avait manqué. Là, il a encore donné une interview dans laquelle il explique que en fait il a failli prendre Kiev avec l'armée ukrainienne parce que Yermak voulait s'emparer de lui. Enfin bon, les cuisines internes à l'intérieur du régime de Kiev. Je rappelle que dans la première délégation qui allait négocier à Minsk, un des membres de cette délégation, donc la délégation s'est réunie le 28 février 2022, si je me souviens bien,
elle est rentrée et un des membres s'est fait assassiner par les ultras, ou par les services secrets anglais là aussi. Encore une fois, il faut y voir la main de Johnson, ce serait pas étonnant. Donc on en est dans cette situation-là, et donc on voit pousser petit à petit cette candidature d'un général très critique vis-à-vis de Zelensky, qui n'a pas très bonne réputation du point de vue de l'intelligence, je veux dire, chez les experts russes avec qui je discute, qui m'ont dit que c'était sans doute quelqu'un de limité. Et d'ailleurs, ça a fait rire tout le monde, mais ça fait 2 ans qu'il est ambassadeur d'Ukraine en Angleterre. Il est incapable de s'exprimer en anglais, même de lire un texte qu'on lui a écrit. Donc voilà, bon, c'est pas une flèche, mais encore une fois, il y a le maire de Kiev, qui est Vitali Klitschko, l'ancien boxeur, qui lui non plus n'est pas une flèche. Et puis il faut bien dire que nous, en tant que Français, c'est pas nous avec les représentants de notre classe politique qui pouvons donner des leçons d'intelligence. Ni à l'Ukraine, ni à personne. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du boxeur Klitschko, il y a aussi un autre que je vois monter, comme je suis pas mal la boxe sur Internet, j'ai sans arrêt des propositions de trucs de boxe. Et donc là, je vois passer des clips qui présentent le boxeur Usyk et sa femme. Et notamment dans un dernier extrait, on le voyait, on lui posait la question, est-ce que vous voulez pas être, en plaisantant, est-ce que vous voulez pas être président d'Ukraine, et en gros, il a répondu pourquoi pas. Donc je me pose la question de savoir si par hasard il serait pas en train, sauf qu'il est à la fin de sa carrière de boxeur, il est champion du monde, toute catégorie. Eh bien, je me demande si l'idée, ce serait pas de faire monter, pareil, quelqu'un qui visiblement n'est pas très intelligent et qui soit facilement contrôlable. Vitali Klitschko était l'homme de la CDU allemande. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, son mouvement Udar, qui veut dire le coup, était associé avec la CDU allemande. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre, et bien sûr, nous le suivrons sur Stratpol, alors n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je voudrais quand même conclure cette vidéo sur donc ces 4 ans de guerre en Ukraine. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je le fais assez régulièrement. Puis en plus, cette vidéo est tournée le jeudi, mais elle sera publiée vendredi. Et dans la soirée, eh bien, vous aurez l'émission Ici Moscou, les Français parlent au français, et dans lequel on reviendra, notamment avec Sylvain Ferreira, sur ce sujet-là. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, cette opération militaire spéciale a reconfiguré complètement le partage du monde, le rapport de force, c'est l'écroulement économique, militaire et politique de l'Europe, hors Russie, évidemment. C'est au contraire la montée en puissance de la Russie, qui a confirmé sa place comme 4e économie mondiale en parité de pouvoir d'achat. C'est également la supériorité militaire de la Russie, même contre une coalition de près de 40 pays qui ont mis toutes leurs économies, leur armement, etc., et qui pourtant n'y arrive pas. C'est la supériorité fondamentale du soldat russe, qui reste un soldat hors pair. La Russie est capable de mobiliser des centaines de milliers de soldats russes qui se battent aussi bien que leurs anciens il y a 80 ans. Nous, ce serait la question. On trouvera bien sûr des grands combattants en France, mais ce sera beaucoup plus difficile qu'en 1914, parce qu'il y a quand même une bonne partie de la population, de la jeunesse, qui a pas mal dégénéré, malheureusement. Ce qui s'est passé aussi depuis 4 ans, évidemment, du point de vue militaire, c'est la transformation complète du champ de bataille, on en a souvent parlé, avec l'arrivée des drones, avec le retour de l'infanterie, je dirais de l'infanterie légère, sur des motos, sur des quads, même avec des chevaux, on en a vu du côté russe, et puis l'apparition de petites équipes entre 3 et 5 hommes qui s'infiltrent et qui essayent de tenir le rôle important des dronistes. Encore une fois, c'est un bouleversement technologique et militaire qui, encore une fois, malheureusement, est complètement ignoré. On le voit dans les dernières manœuvres qui ont lieu en France, qui est complètement ignoré par l'armée française. Bon, c'est très triste, mais c'est comme ça. Et puis enfin, je voudrais quand même revenir sur ceux qui disent oui, la Russie n'a pris que 5000 km² depuis le mois de novembre 2022, et c'est même pas 1% du territoire ukrainien. Là, il faut bien comprendre, donc je vais mettre une carte pour que tout le monde le comprenne, c'est que la Russie, depuis le début de l'opération militaire spéciale, depuis le 24 février, s'est emparée d'environ 65 000 km², dont près de 30 000 km² de terres particulièrement fertiles, s'est emparée du premier port industriel de l'Ukraine, de l'ex-Ukraine, qui est Mariupol, une ville de 450 000 habitants. Et si on additionne avec ce qui est toujours considéré comme l'Ukraine par les Occidentaux, c'est-à-dire la Crimée et la partie du Donbass qui s'était déjà libérée en 2014-2015, la Russie contrôle
plus de 120 000 km² de territoire ukrainien, ce qui correspond à un quart du territoire de la France métropolitaine et un cinquième du territoire ukrainien. Donc il faut quand même atterrir, et surtout on le voit notamment, là j'ai mis des petits pointillés, donc le petit pointillé rouge c'est la ligne de front du 24 février 2022, et vous regardez la ligne jaune, la grosse ligne jaune, ça c'est la ligne de front aujourd'hui. Donc dire que l'armée russe n'a pas avancé, il faut quand même être aveugle ou stupide. Et ce que vous voyez également, la petite ligne en pointillé verte, ça c'est l'ancienne frontière de la Russie en 2022. Mais comme il n'y a pas eu de traité de paix signé en avril 2022, eh bien, vous voyez le gros trait vert donc qui suit à peu près la ligne de front. Ça, ce sont les nouvelles frontières de la Russie et de l'Ukraine. La réalité, c'est ça. Donc, comme je l'ai écrit, la Russie a déjà gagné cette guerre. Elle l'a gagnée le 24 février 2022. Tant que les Occidentaux, plutôt maintenant les Européens de l'Ouest essentiellement, ne voudront pas le comprendre, eh bien, l'Ukraine se réduira comme une peau de chagrin. Je pense même, encore une fois, que le pays est mort démographiquement, économiquement, tout ce que vous voulez. Et même si la guerre s'arrêterait maintenant sur la ligne de front, ce qui ne sera pas le cas, c'est une défaite colossale pour Kiev et ses 40 alliés, qui sont en fait qui forment une coalition de bras cassés, la fameuse coalition des velléitaires. Et nous voilà sur la carte des opérations militaires. Donc il y a eu beaucoup de frappes dans la profondeur du territoire ukrainien par la Russie, comme d'habitude. Et je voulais encore une fois vous remontrer où se trouvent les réserves de gaz et les zones d'exploitation des réserves de gaz ukrainiennes. Donc c'est ici, hein, souvenez-vous, ça j'avais mis cette petite punaise dès 2022 parce que ça doit être un objectif pour les Russes, chez Belinka, à cet endroit-là. Les Russes étaient vraiment pas très loin avant la contre-offensive ukrainienne, hein, ils étaient à peu près ici. Après, il fallait franchir la rivière Donetsk, mais c'était quelque chose auquel on pourra assister, je l'espère, dans les mois qui viennent. Et puis les deux autres réserves également, c'est dans la région de Poltava et de Soumy. Donc vous avez ici, elles avaient déjà été touchées d'ailleurs par les bombes russes, ici aussi. Hein, et ça, c'était grâce à Zelensky, puisque comme il a bloqué le gazoduc qui emmenait du gaz vers l'ouest, eh bien les Russes l'ont utilisé pour percer à Souja, et comme le gazoduc leur était plus du tout utile, eh bien ils ont commencé à bombarder ces infrastructures gazières. Donc visiblement ce sera un des principaux objectifs pour les frappes dans la profondeur russe. De leur côté, les Anglais ont bombardé, donc a priori avec un Flamingo, hein, le missile bon marché à longue portée, donc hein, sur une distance de 1500 km, ils ont bombardé un nœud pétrolier donc qui alimente le fameux Droujba, l'oléoduc Amitié, voilà, qui se trouve à peu près à cet endroit-là. Voilà, le Tatarstan, la capitale du Tatarstan, est Kazan à cet endroit-là. Et comme je vous l'ai dit, les images sont impressionnantes, mais en fait, les Russes en ont très peu parlé parce que visiblement, les dommages sont mineurs. Voilà, avant de repasser sur ligne de front, je vous remontre cette carte ici, c'est de là que sont parties les armées russes, hein, bien s'en rendre compte, et également bien sûr de Crimée. Et voilà tout ce qu'ils ont pris. Région de Lugansk complètement libérée, il reste 20% à peu près du Donbass, 20% de Zaporozhye, à peu près autant de Kherson. Donc tout cela n'est qu'une question de temps. Puis c'est vers un pointillé, c'était les anciennes frontières russes. Maintenant la frontière russe, ce sera ça. J'espère honnêtement qu'elle s'agrandira au moins de Kharkov. Ce serait, je pense, justice pour les Russes qui habitent cette région et qui sont persécutés, torturés, martyrisés par les Otano-Kieviens, par les bandéristes. Hein. Je rappelle qu'il y avait deux villes à l'est qui passaient sous contrôle des bandéristes, c'est Mariupol et Kharkov, et heureusement, ils ont été libérés. Et on passe maintenant sur la ligne de front. Donc, on va commencer par Zaporozhye. Ici, donc j'ai validé en gros la carte du résultat de la contre-offensive ukrainienne d'il y a 15 jours, même si d'ailleurs il y a vraisemblablement encore des unités russes qui sont quelque part par là. Donc j'ai redonné la localité de Rychnoe aux armées otano-kieviennes. Voilà, et je pense que les Russes reprendront cette localité dans les semaines qui viennent sans trop de difficultés. Du côté de l'offensive, côté est, donc l'offensive otano-kievienne, c'est un fiasco retentissant, notamment que beaucoup de bonnes unités ont été perdues. Donc ici, il y a même des unités qui, si on en croit Yuri Podolaka, se trouvent encerclées, puisqu'ils sont avancés, ils ont percé, mais ils ont réussi à s'emparer d'aucun des bastions de l'armée russe, qui maintenant, donc encore une fois, les encercle. Donc je vais effacer cette poussée otano-kievienne qui n'aura pas duré bien longtemps. Et c'est même encore pire
plus à l'ouest, c'est-à-dire que non seulement les Russes ont repris Tarnovaté, ici, mais ils ont avancé selon le ministère de la Défense russe et se sont emparés de cette localité ici. Donc là, ils ont avancé, donc ils ont quasiment percé encore une ligne de défense ottano-kievienne. Ça veut dire que les choses sont de plus en plus tendues pour les troupes ottano-kieviennes ici. La contre-offensive n'a servi à rien. Aujourd'hui, Kiev est en train de retirer toutes les unités qui ont été envoyées pour les envoyer ailleurs, parce que les Russes sont là aussi encore en train de pousser très fort à l'ouest de Pakrovsk, donc dans le village de Grishino, qui est sur le point d'être libéré par les Russes, et également en direction de Dobropila. Même si j'ai pas bougé la ligne de front, en fait les combats sont très forts et les Russes ont l'ascendant. Ici aussi ça pousse vers Toretskoye à cet endroit-là. Pareil, Konstantinovka, Kiev est obligé de prélever des réserves pour les envoyer ici parce que les Russes avancent très fort. Plus au nord, là, c'est là que l'avancée a été la plus impressionnante cette semaine, puisque les Russes, donc là, je vous rappelle, c'est le canal de Donetsk-Donbass, ici, qui amène l'eau douce, notamment à la ville de Donetsk. Donc les Russes, ici, l'ont pris en main courante. Ils ont fini de libérer la localité de Minkovka. Ils sont sur le point de s'emparer de Golubovka à cet endroit-là. Ils ont pris la localité de Lipovka à cet endroit-là, ce qui veut dire qu'ils ne sont plus qu'à même pas 2 km de Raï Alexandrovka, qui est la dernière localité dont ils doivent s'emparer pour tenir les hauteurs ici. Et donc, une fois qu'ils tiendront les hauteurs, eh bien, ils pourront mettre en place leur artillerie beaucoup plus efficacement. Et les dronistes qui vont dominer Slaviansk et Kramatorsk, je l'avais dit déjà dès 2022, ils sont dans en fond de vallée, ici et ici. Donc ça va être très très compliqué pour les défenseurs. Et d'ailleurs, les drones russes commencent déjà à survoler Kramatorsk et Slaviansk. Donc c'est une très bonne chose. Les Russes continuent à pousser. Sans doute sont-ils plus loin que de manière plus significative que le montre mon petit cône d'attaque ici. Mais je préfère, tant qu'il n'y a rien de sûr, je préfère en rester là. Et donc ils seraient sur le point de s'emparer de cette localité aussi importante pour faire tomber le reste de Kriva Luka à cet endroit-là. Les Russes continuent à attaquer à l'intérieur de Liman, les combats font rage, les Russes ont pas mal progressé mais c'est pas très clair, notamment à l'ouest, pour essayer tout simplement d'encercler Liman pour éviter une attaque de front. Les Russes se sont emparés de Karpovka à cet endroit-là. Ça aussi c'était une bonne nouvelle puisque c'était une hauteur donc face à la rivière Nitrius, donc ça veut dire que les Russes ont franchi. À cet endroit-là, c'est une bonne nouvelle. Plus au nord, les Russes continuent à avancer au sud de Volchansk. Le ministère de la Défense a confirmé la prise de cette localité-là, Gravskoye, ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les drones à fibre optique russes commencent à planer au-dessus de Kharkov. Et il y a eu un clip assez intéressant qui est passé sur les canaux Telegram, où on voit un drone qui survole l'entrée de Kharkov avec une voix de fond qui dit aux habitants de la ville et avec une adresse avec un bot, ceux qui ont des problèmes avec les chasseurs d'hommes de Zelensky, les fameux TTSK, les sergents recruteurs forcés, eh bien donnez-nous leurs coordonnées sur ce bot et on va s'occuper d'eux. Donc, comme je l'ai dit sur X, eh bien, l'espoir renaît dans cette ville hautement russe de Kharkov. Les Russes avancent aussi en direction de Soumy, que ce soit par l'est ou que ce soit par le nord. Donc là, visiblement, ils veulent s'emparer de cette ligne de défense ici, qui est à peu près ici. Mais bon, je bouge pas la ligne de front tant qu'il n'y aura pas une nouvelle localité qui aura été prise. C'est plus objectif comme ça, selon moi. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 26 février 2026. Voilà, j'ai tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, inscrivez-vous partout où vous le pouvez sur nos différentes plateformes, nos différents réseaux sociaux. Nous allons recréer un système qui vous permettra de faire des dons pour Stratpol, de nouveau. Ça, c'est en train d'être effectué. Et en attendant, ceux qui veulent aider ma famille, ils peuvent le faire en se cotisant à la cagnotte de mon épouse. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, comme vous le voyez, ces 4 ans marquent la supériorité de la Russie dans tous les domaines. Tout va donc très bien. Courage, on les aura.